Conférence de presse des notaires du Grand Paris, mardi 30 mai 2023. Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence de presse qui concerne la conjoncture immobilière en ce premier trimestre 2023. J'ai peur qu'on ne vous annonce pas que des bonnes nouvelles, mais un peu d'optimisme en ces petits rayons solaires. Alors, qu'en est-il de cette année 2023 ? Eh bien, en ce premier semestre, on semble annoncer un changement d'air en Île-de-France. Ce phénomène est constaté d'ailleurs dans toute la France, avec des volumes de transactions, des logements sur les 12 derniers mois qui avaient atteint en France 1 83 000 transactions à février 2023. Depuis 2021, ce volume se contracte après une période haussière qui était extrêmement concentrée et évidemment exceptionnelle. En Île-de-France, ce volume était entré dans une phase baissière à moins 11%. On l'avait annoncé au quatrième trimestre dernier en comparaison avec l'année précédente, bien prononcé depuis la fin de l'été dernier. Et ce mouvement s'est accentué au premier trimestre puisque nous atteignons les moins 22% sur une année du premier trimestre 2022 au premier trimestre 2023. Alors, cette accélération subite ne fait que matérialiser le ressenti qu'on vous avait déjà annoncé, nous les notaires, et qu'on avait déjà constaté au terme d'un début d'année plutôt calme. Alors, s'il est coutume de dire que l'année immobilière se fait au printemps, et notamment pour les maisons, malheureusement, cette affirmation doit être reconsidérée au regard des mêmes raisons qu'au quatrième trimestre, mais évidemment renforcées. Quelles sont ces causes ? Quelles sont ces raisons d'un volume de transactions baissier ? D'abord, des crédits à l'habitat de plus en plus difficiles à obtenir, mais surtout de plus en plus coûteux. Ensuite, un climat économique général qui n'est pas très favorable, on peut le dire. Un contexte inflationniste qui est très pénalisant et qui pénalise quoi ? Le pouvoir d'achat des ménages, qui devra donc faire des choix. Le marché du neuf qui est en suspens. Et enfin, l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la rénovation énergétique qui sont particulièrement sévères et qui vont impacter le marché locatif. Donc tous les segments de marché semblent être concernés. On pouvait penser que la baisse des volumes présageait d'une baisse des prix. Qu'en est-il ? Eh bien, vous allez voir, et c'est surtout Thibault qui va vous l'annoncer, les 10 000 € mètre carré parisiens vont-ils être maintenus ? Suspense absolu. Alors, si on a parlé d'atterrissage anticipé, le marché immobilier semble bien être entré dans une nouvelle ère avec subissant de plein fouet des taux d'intérêt extrêmement élevés, en tout cas de plus en plus forts, et donc des considérations bancaires de plus en plus réduites pour le particulier. C'est dans ce contexte d'ailleurs que le Haut Conseil de stabilité financière avait souhaité assouplir ces considérations et notamment les règles relatives au taux d'endettement pour les passer à 35%, ainsi que la durée des crédits qui auraient été favorablement vus pour des durées supérieures à 25 ans. Alors, la pierre reste une valeur refuge, très appréciée des franciliens, mais de la France entière. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle constitue le premier poste de dépense des ménages qui ne veulent pas subir à la fois une perte du pouvoir d'achat, puisque les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation, et en même temps une hausse des taux d'intérêt. C'est pas possible. Alors, ce sera bien l'illustration qu'on va proposer dans les différents focus un petit peu avant la conclusion, après l'étude de tous les marchés, qu'ils soient à l'intérieur de la petite couronne, de la grande couronne et à Paris. On peut espérer que cette confiance en la pierre, toujours acquise, bénéficiera au marché de l'immobilier qui retrouvera un retour à la normale des prix, c'est-à-dire un second souffle. Ça, c'est bien nos souhaits, mais vont-ils être exaucés ? En tout cas, dans le marché du neuf, on ne voit pas de reprise s'annoncer dans un proche avenir. On ne veut pas être pessimiste, mais tous les indicateurs montrent que malheureusement nous risquons d'avoir raison. D'abord, on a une hausse des coûts des matières premières, ensuite une difficulté accrue à construire en adéquation avec les normes environnementales, une raréfaction du foncier, une diminution des niches fiscales qui permettait évidemment un engouement pour le neuf, une lourdeur administrative avec des permis de construire toujours plus compliqués à obtenir et surtout sujets à recours, et enfin donc une baisse dans l'ensemble de ces transactions qui a été enregistrée à 36% en un an, à moins 40% sur la moyenne des 10 dernières années. Alors après ces propos introductifs, eh bien passons à l'analyse des chiffres de façon beaucoup plus concrète. Les voici. Les chiffres en Île-de-France, on avait une petite lumière bleue il y a un deuxième trimestre 2022 et vous voyez, on s'ancre dans le rouge. Malheureusement, depuis 3 trimestres, la baisse des volumes est presque 2 fois plus sévère chaque trimestre annoncé. Moins 6% de volume de transactions au 3e trimestre 2022, moins 11% au 4e trimestre 2022 et désormais un moins 22% de transactions sur les logements confondus au 1er trimestre 2023 en comparaison avec le 1er trimestre 2022. C'est donc une perte
de 9 400 ventes en Île-de-France. Ça n'est pas anecdotique. Alors on aurait pu croire que, en comparaison avec l'année passée, qui était exceptionnellement forte en volume de transactions, eh bien c'était juste un atterrissage en douceur. Mais si je dois comparer ce volume de transactions à celui que nous avions atteint au deuxième trimestre 2020, c'est-à-dire le trimestre de mise à l'arrêt de la France suite au confinement, eh bien le volume des transactions, en tout cas le nombre des transactions, était plus important à ce trimestre-là, soit 35 100 transactions enregistrées. Aujourd'hui, nous n'atteignons pas les 35 000 transactions. Objectivement, ce premier trimestre s'inscrit sous la barre des 6% de transactions en comparaison avec la moyenne d'un premier trimestre lors de ces 10 dernières années. C'est donc un véritable choc qui est subi en ce trimestre. Dans la plupart des marchés, comme on l'a dit, les volumes de vente voient leur niveau inférieur à ces 10 dernières années. Pour ce qui est du tertiaire, vous pourrez le constater également au terme du club notarial immobilier avec l'intervention de la présidente de Cushman & Wakefield, qui est Barbara Corang-Youngkin, et qui va donc vous en parler. Malheureusement, le sourire ne sera pas là, je crois. Comme nous l'avons introduit, cette chute des volumes est assurément la conséquence d'un financement compliqué à obtenir. La hausse des taux d'intérêt, la longueur dissuasive du traitement des dossiers, parfois même non étudiés alors que les dossiers sont solides, l'augmentation du refus de crédit, l'obligation d'un effort personnel conséquent. Quelquefois, on demande de l'aide à ses parents, mais tout le monde ne peut pas. Décourage les acquéreurs, cristallise les relations entre le vendeur qui ne veut pas baisser son prix, l'acquéreur qui ne trouve pas les moyens de financer, avec pour le vendeur une zone de risque, évidemment, qu'il doit prendre. Qu'en est-il des prix en Île-de-France? Eh bien, disons-le, ils sont ajustés avec un moins 0,6%. On l'a dit, l'activité est en recul de 22% pour ce trimestre en comparaison avec le précédent. Les prix des logements anciens stagnent, moins 0,6%, ça n'est pas très révélateur. Après près de 10 000 transactions en moins sur un an, on pourrait espérer un ajustement des prix qui aurait préféré une fluidification du marché et donc une espérance d'un second souffle. Eh bien, malheureusement, s'il y a une stagnation des prix, ça ne sera pas le cas. À l'exception de Paris qui constate une érosion des prix depuis 2020, les prix ont généralement persévéré dans leur tendance haussière. On parlera notamment de la maison et en grande couronne tout particulièrement. Toujours en comparaison avec ce troisième trimestre 2022 qui était un trimestre record, ce léger tassement pouvait être que relatif au quatrième trimestre 2022 et pourtant au premier trimestre 2023, ça se gâte. Que pouvons-nous dire du marché du logement ancien, mais particulièrement de l'appartement en Île-de-France ? Eh bien, au premier trimestre, on peut affirmer que les prix commencent à baisser, plus particulièrement pour les appartements. En effet, l'activité a résisté pendant 12 mois. Le volume des ventes des appartements a diminué de 20% en un an. On pourrait relativiser encore une fois en se disant « attendez, il y avait eu des produits exceptionnels en 2022 ». Malheureusement, la tendance n'est pas à l'optimisme. La comparaison du deuxième trimestre 2022 au premier trimestre 2023 sur 12 mois enregistre une baisse également de 4%. C'est donc que ce mouvement est particulièrement emprunt dans les ventes d'appartements en Île-de-France. Et il s'ensuit fatalement une pression sur les prix avec un moins 1,2% enregistré en un an, moins 1,4% en petite couronne. Comme pourra le constater Thibault dans quelques instants, la cartographie des prix parisiens pour ce premier trimestre a tendance à rosir, on ne va pas dire rougir, donc prix en baisse. Les chiffres à venir. Est-ce que l'on est optimiste? Alors, tout est relatif. Si vous regardez le graphe après la fin de juillet, regardez, ça remonte un tout petit peu. Mais enfin, on a quand même l'impression d'un graphe en toboggan depuis un petit moment. La baisse des prix des appartements anciens devrait s'accentuer pour approcher les 5% de baisse en rythme annuel en juillet 2023. Avec un prix prévu, selon nos indicateurs avancés, des avant-contrats, un prix prévu à 6 490 € le mètre carré en juillet prochain, toujours en Île-de-France. La dégradation de l'activité va donc conduire à nouveau à ajuster les prix, plus en adéquation avec le pouvoir d'achat des acquéreurs et donc leurs limites imposées, désolé pour lui, par le banquier. Cette tendance va généraliser sur tous les segments de marché, on l'a dit, et à Paris, ça ne fera pas exception. Qu'en est-il maintenant des maisons? Baisse des volumes? Mais en est-il de même pour les prix? Pas vraiment. Que s'est-il passé sur le marché de la maison francilienne en ce premier trimestre 2023? Eh bien, c'est le marché qui est le plus affecté en volume. Il a été affecté d'un moins 14% sur les 12 derniers mois, un moins 25% au premier trimestre 2023 en comparaison avec celui de 2022. C'est donc ce marché qui connaît un repli de plus forte ampleur déjà amorcé au quatrième trimestre 2024. On avait enregistré un moins 16%.
Il en résulte que les prix des maisons sont en baisse sur le dernier trimestre, moins 1,8%, et sur les 12 derniers mois, on constate une stabilité, on est à 0,9% en positif. Assurément impacté par les différentes dispositions législatives, la fameuse loi climat, la vente d'une maison est plus compliquée aujourd'hui. Elle est conditionnée à la production de diagnostics, d'abord dont le coût est imposé au vendeur, qui peut-être commence à avoir les dents serrées, d'avoir à toujours ajuster son porte-monnaie. Le diagnostic de performance énergétique a imposé depuis le 1er avril aux notations, aux étiquettes F et G, un deuxième rapport, un audit énergétique qui va donc permettre à vos acquéreurs de négocier le prix en fonction des travaux à réaliser et qui impose également aux vendeurs à nouveau une facturation. Cette mise conformité a forcément un impact. On savait déjà que sur l'assainissement, ça avait eu un impact. Les dispositions énergétiques vont donc en être encore une fois la conséquence. C'est un marché qui avait été motivé par la crise sanitaire et c'est celui qui est désormais le plus marqué en baisse de volume, on l'a dit. 12 300 maisons ont été vendues en Île-de-France au premier trimestre 2022, record de ces 25 dernières années. Aujourd'hui, premier trimestre 2023, 9 200 transactions. Alors, on pense que cette chute brutale de volume est encore une fois la combinaison de plusieurs explications. On l'a dit, la facteur énergétique pesante, oppressante pour votre vendeur, qui prend, on l'a dit, des risques à l'égard de son acquéreur qui a des difficultés d'emprunt, que l'augmentation du prix du carburant avec les allongements de distance quand on fait un choix de vie un peu plus lointain en grande couronne a un impact également, mais également la consommation énergétique qui a un impact, et enfin la fameuse envie du verre qui avait eu lieu après la crise sanitaire avec peut-être 2 lieux de vie, à la campagne, un pied-à-terre parisien, voit peut-être son succès un tout petit peu résorbé. Le prix d'une maison en Île-de-France n'a-t-il que peu varié en une année, 0,9%, tandis qu'en un trimestre, il a baissé de 1,8%, conformément au mouvement plus général des prix des appartements en Île-de-France, pour s'afficher à 361 900 € au premier trimestre 2023. L'indicateur de solvabilité de l'acquéreur d'une maison est plus dégradé qu'en appartement. Ce sera l'objet du focus. Les chiffres. Alors, qu'en est-il du prix des maisons en juillet prochain? Eh bien, s'il y a bien un secteur impacté, on l'a dit, c'est celui de la maison en volume, mais les prix, tout dépend de ce que l'on peut anticiper, en tout cas de ce que l'on a pu anticiper jusqu'à présent. On l'a dit, les années Covid cumulées avec essor du télétravail, une prise de conscience collective, ont fait que la maison avait eu un gros succès et donc une très forte progression. À la précédente conférence de presse, nous étions réservés sur les niveaux en nous attendant à une petite baisse et malheureusement, cette appréhension est un peu plus accrue que celle attendue. Pour la première fois depuis 2015, l'évolution annuelle des prix des maisons serait négative avec un moins 3,2% en un an à juillet 2023. Voilà ce qu'il en est pour l'ensemble de l'Île-de-France. Je cède la parole à Thibaut Gallo-Lavallée, qui est notaire à Neuilly-sur-Seine et qui va traiter des prix et des volumes Paris et Petite Couronne. Oui, avant Paris, je voulais surtout insister, je ne sais pas si vous le voyez sur ce graphe, d'habitude on voit que le marché des maisons, il est cyclique. Et là, on voit vraiment ce qui se passe cette année. D'habitude, ça devrait remonter, puisque c'est le printemps immobilier, et là, ça baisse. On le voit là très, très, très sensiblement sur ce graphe, et ce qui explique nos inquiétudes. Merci Elodie, merci Thierry pour ces précisions. Bonjour à tous. Je vais vous présenter les chiffres pour Paris et pour la Petite Couronne. Alors, tout d'abord, Paris. À Paris, on constate une baisse d'activité au premier trimestre 2023 qui laisse néanmoins encore près de 40 000 ventes ces 12 derniers mois. On observe, quand on regarde la colonne à droite, 39 830 ventes sur ces 12 derniers mois. Avec, en parallèle, des prix en érosion de 2%. Par rapport à ces chiffres, il faut être prudent et il faut être un petit peu précis, car on va analyser aujourd'hui les chiffres du T1 du premier trimestre 2023. Et quand on regarde précisément ces chiffres du premier trimestre 2023, on se rend compte que Paris ne résiste plus. On a seulement 8000 ventes d'appartements anciens vendus au premier trimestre. Et là, on se rend compte quand on regarde le graphe de gauche que le premier trimestre 2023 est en recul de 18% par rapport au premier trimestre 2022.
ce qui est quand même une baisse très forte qui module un petit peu la légère hausse sur ces 12 derniers mois. On se rend compte que ces derniers mois, et notamment au premier trimestre 2023, eh bien, il y a une baisse qui est forte et qui s'amorce et qui probablement risque de continuer. Ouais, le nombre de transactions à Paris, on dit toujours que quand on est autour de 40 000 transactions, ça va très bien. Et là, ce chiffre est archi trompeur. On y est à 40 000 transactions. C'est un chiffre, tout à fait, Thierry, un chiffre trompeur. Le volume des ventes du premier trimestre 2023 correspond peu ou prou au niveau de volume de vente ces 10 dernières années pour les premiers trimestres depuis 2013. Hein. Donc bon, faut relativiser un petit peu, mais on se rend compte que on revient à des volumes classiques pour ces 10 dernières années, mais des volumes qui sont en forte baisse ces toutes dernières années. Les prix, eh bien, on voit une baisse de 2%, c'est ce qui est écrit dans le graphe à droite, c'était le graphe juste d'avant. Et ils se stabilisent, ou ils arrivent à 10 310 € le mètre carré. Alors, suspense. Alors, les 10 000, roulement de tambour. Les 10 000. Pour les mois prochains, est-ce que les 10 000 seront malheureusement cassés? Eh bien, d'après les avant-contrats que l'on a en stock, donc ça veut dire les ventes qui vont se produire dans les mois prochains, la projection qui est faite pour les prix au mètre carré pour juillet 2023, eh bien, on arrive à 10 090 € le mètre carré. Donc, la barre des 10 000, pour l'instant, est sauvée. À savoir pour les mois qui suivront, là, je n'ai pas de boule de cristal. Néanmoins, on voit quand même la tendance qui est peut-être pas un toboggan comme j'ai entendu parler, mais en tous les cas, une baisse qui risque probablement une pente qui risque de continuer. Alors, peut-être une petite analyse pour les quartiers. Quels sont les quartiers les plus abordables? Quels sont les quartiers les plus chers? Alors, concernant les quartiers les plus chers, ça reste toujours un petit peu les mêmes. Les quartiers les plus chers se situent à des prix à 16 810 € le mètre carré. Aux Invalides, le quartier des Invalides dans le 7e arrondissement, et le quartier Notre-Dame, 16 810 € également le mètre carré, dans le 4e. Probablement grâce à l'île Saint-Louis qui tire forcément des prix vers le haut. Les quartiers les plus abordables, eh bien, sont toujours aussi un petit peu les mêmes. Là-dessus, il n'y a pas grand changement. Il y a le quartier de la Villette dans le 19e arrondissement à 7 870 € et le quartier de la Chapelle dans le 18e à 7 890 € le mètre carré. Alors, on a des graphes qui rosissent un peu, comme le disait Élodie. Tout d'abord, avant de parler du rosissement de Paris, eh bien, le prix au mètre carré, on se rend compte que le centre de Paris reste et demeure le cœur et les quartiers, les arrondissements les plus chers. Paris-Centre, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, puisque c'était regroupé. Le 5e, le 6e, le 7e sont le cœur de Paris à plus de 12 000 € le mètre carré, avec toujours le 6e arrondissement qui est l'arrondissement le plus cher à 14 550 € le mètre carré. Petite analyse peut-être sur ces chiffres, on se rend compte que l'écart entre l'arrondissement le plus cher, c'est-à-dire le 6e arrondissement à 14 550 € le mètre carré, et l'arrondissement le moins cher, c'est-à-dire le 19e arrondissement à 8 480 € le mètre carré, cet écart est de 1,72, alors que précédemment, il était plus proche des 1,5. Donc on voit un creusement, je ne sais pas si c'est très français, mais un écart en tous les cas, qui se renforce entre l'arrondissement le plus cher et l'arrondissement le moins cher. Pour arriver au rosissement dont parlait Élodie, quand on regarde bien, les évolutions de prix, on se rend compte que les arrondissements les plus chers continuent à monter. Paris-Centre, 6e, 7e arrondissement, plus de
de 2% d'augmentation, avec 3,6 pour le 7e arrondissement, et 12 arrondissements qui affichent une baisse. Donc tous les arrondissements centraux montent, un ou deux arrondissements un petit peu particuliers, parce que c'est jamais parfaitement général, qui montent un petit peu le 9e et le 16e, mais de façon très faible, en plus 0,1, plus 0,6. Donc je propose peut-être de ne pas en parler plus que ça. Et le reste des arrondissements, 12, qui baissent. Ce qui est curieux, c'est que de voir que les arrondissements qui continuent à monter, c'est là où les étrangers sont très présents. Mais ça, je t'en également, parlerai je crois qu'Élodie va peut-être... Voilà. Ça ne fera pas l'objet d'un focus, mais on est tout à fait d'accord. On a été très interpellés par le fait que tu parlais des transactions parisiennes. Alors, je suis désolée, on parle beaucoup de Paris, mais qui avoisinaient les 40 000 euros et normalement qui auraient dû être rassurantes et qui ne le sont pas tant que ça. Et on a été très interpellés sur le fait qu'il y avait une forte proportion d'étrangers. Mais en fait, c'est un déguisement malin, j'allais dire, et purement mathématique. C'est que le volume des transactions a baissé, mais les étrangers sont un peu stabilisés. Toujours là. Sont toujours là. Donc, vous allez voir des progressions dans nos statistiques de près de 20-22% selon les quartiers. Alors, très ciblés, comme l'a dit Thierry, 8e, 6e, 7e, c'est toujours les mêmes. Mais très, très ciblés. Ce qui explique aussi les grosses plus-values sur ces quartiers-là. Parce que, ça, c'est pas une surprise, l'étranger non-résident, attention, on distingue bien le résident du non-résident. L'étranger non-résident qui investit à Paris, il n'emprunte pas, il ne discute pas le prix. Donc, forcément, ça ne va pas aller vers un marché baissier, en tout cas un prix baissier. Et le volume des transactions est important puisque le dénominateur, lui, faiblit, tandis que le nombre d'acquéreurs étrangers non résidents n'a pas baissé. Ouais. Pour peu, pour compléter ce que dit Élodie, pour peu qu'ils soient hors zone euro, pour peu qu'il ait un taux de change favorable, c'est encore plus facile pour lui. Bingo. Ce qui explique pourquoi il y a beaucoup d'Américains en ce moment. Oui. Alors, voilà pour Paris. Parlons maintenant de la Petite Couronne. Alors, la Petite Couronne, tous les chiffres sont dans le rouge. Vous voyez du rouge partout. Alors, on va quand même analyser un peu ces jolis chiffres. On se rend compte qu'il y a une baisse au niveau des volumes pour les appartements. Ensuite, je vous parlerai du volume pour les maisons en Petite Couronne. Donc, le volume pour les appartements en Petite Couronne, on voit une baisse homogène de plus de 20%. Pour être précis, 21% entre le T1 2022 et le T1 2023. Donc, ce qui marque quand même une forte baisse. Et à la différence un petit peu de Paris, où on restait dans la moyenne des T1 des 10 dernières années, on voit le T1 2023 qui est de 8% plus faible que le T1 des 10 dernières années. Donc, on voit un T1 pour la Petite Couronne qui est en dessous de la moyenne des 10 dernières années pour les T1. Pour les appartements. Attention, les maisons. Pour les appartements. Merci du teasing. Et on voit que cette baisse, elle est homogène. Tant dans les Hauts-de-Seine, on voit une baisse de 22%, que en Seine-Saint-Denis, où on a 21%, que le Val-de-Marne, où on est à moins 20%. Le volume pour les maisons en Petite Couronne, eh bien, le recul est encore plus marqué que pour les appartements, avec une baisse de 25% en moins d'un an. C'est-à-dire que le T1 2023 est inférieur au T1 2022 de 25% en volume. Ce qui est quand même un quart de vente en moins, c'est quand même assez important. Alors après, il y a toujours des façons de relativiser un petit peu les choses. C'est que le T1 2022 pour les maisons, comme on le disait, bénéficier d'un effet Covid, un effet extérieur, un effet un petit peu d'avoir plus grand, c'est certain. Mais quand on relativise le chiffre du T1 2023 par rapport à la moyenne des T1 des 10 dernières années, on voit une baisse inférieure de 19%. Donc le volume, ce trimestre-ci, pour les maisons, est inférieur de 19% à la moyenne des volumes des 10 dernières années pour les maisons. Et c'est là, on le voit sur le graphe, c'est totalement homogène sur la Petite Couronne. 92, 93, 94, tout se tient dans un mouchoir. Et c'est pas le 92 qui est moins bon que le 93, c'est partout sur la Petite Couronne. Le marché des maisons en Petite Couronne a toujours été le marché le plus tendu de Petite et Grande Couronne.
il n'y a pas beaucoup de produits et elles sont très chères, les maisons. Donc c'est logique que quand le crédit commence à disparaître, c'est les produits qui disparaissent le plus des transactions. Ça, c'est logique. Alors, si on faisait à ce stade une toute petite analyse qui vaut ce qu'elle vaut, on se rend compte que les tendances que l'on dessine, eh bien, plus on s'éloigne du centre de Paris, plus ces tendances sont fortes. Plus la baisse est forte. Les volumes baissaient certes à Paris, mais ils baissent encore plus en petite couronne et encore plus pour les maisons des petites couronnes. Christian ne va pas te contredire, je pense. Non. Moi, j'empiète un peu sur ton... Mais j'arrête juste là. C'est peut-être un effet de rattrapage. Peut-être. Les rattrapages en négatif. Ouais. Alors, pour les prix, appartement dans un premier temps, maison dans un deuxième temps. Alors, la baisse est d'à peu près 1%. Les évolutions annuelles de prix deviennent négatives au premier trimestre 2023 pour les appartements en petite couronne. Et cela de façon homogène. Comme je le disais pour les volumes, c'était également vrai pour les prix. Quelles sont les tendances grâce à notre base d'avant-contrat, donc qui projette des ventes pour à peu près dans 3 mois. Donc on peut se projeter à juillet 2023. Eh bien, cette baisse qui est de 1,4% au T1 2023 va s'accélérer, va s'intensifier pour arriver à une baisse de moins 5,4% pour la petite couronne. Donc, baisse de volume importante, baisse de prix présent et à venir. On a un petit schéma qui est l'analyse des communes les plus significatives. Alors, ça vaut ce que ça vaut, c'est jamais très facile à commenter parce que de temps en temps, on a des chiffres qui ont des grands écarts. On se rend compte que la hausse la plus forte dans le 93 est à Noisy-le-Grand, plus 3,4. Dans le 94, à Créteil. Et dans le 92, pour les communes les plus significatives, on ne voit pas de hausse. Concernant les maisons, le marché, comme le disait Thierry, est historiquement tendu. Néanmoins, pour ce premier trimestre 2023, on observe une fin de la hausse des prix des maisons. La variation annuelle du prix des maisons qui avait atteint plus 8,3% au 4e trimestre 2020 s'est atténuée au fil des trimestres, notamment depuis fin 2022. Moi, je ressens vraiment une cassure forte depuis fin 2022 qui continue pour le moment. Et donc, vraiment, le premier trimestre 2023 n'en est que les illustrations. Donc, cette hausse de 8,3% au 4e trimestre 2020 se retrouve à une stagnation, une très légère hausse, si on veut quand même garder une petite once de positif, à plus 0,6%. Quid des avant-contrats ? Donc la base qui nous donne l'évolution des prix qui sortiront pour juillet 2023. Eh bien là, je suis navré de vous dire qu'on commence à observer une baisse qui est de moins 1,9%. Donc même les maisons qui résistaient, historiquement, commencent à baisser. Alors, on a un petit tableau, une petite carte sur les évolutions des prix pour les maisons les plus significatives en petite couronne. Ça vaut ce que ça vaut. Dans le 93, il y a une baisse significative sur Gagny à moins 6,9%. C'est pas facile à expliquer puisque ça dépend peut-être aussi du nombre de maisons et du type de maisons vendues. Il suffit qu'il y ait que des petites maisons de vendues alors qu'avant c'était des grandes maisons, du coup le prix baisse, donc c'est pas forcément significatif, mais on voit quand même que la tendance est à la baisse. Alors, petite analyse qui vaut ce qu'elle vaut, on voit que dans le marché actuel qui est très tendu, les agences immobilières, les mandataires immobiliers ainsi que les notaires qui font de la négociation font tous leurs efforts
pour ajuster le marché, pour expliquer aux vendeurs que les prix d'il y a 6 mois sont plus les prix d'aujourd'hui, que le marché a malheureusement évolué. On se rend compte, comme le disait Élodie, que, à mon sens, le grand problème, c'est le problème du crédit. Élodie va sans doute en reparler, mais on se rend compte que une baisse des prix, telle qu'on la voit s'amorcer, ne suffira pas à garder des échéances mensuelles constantes pour l'acquéreur immobilier. Je crois qu'il pour retrouver une échéance constante de janvier 2022, donc on ne parle pas quand même d'il y a très longtemps, c'est-à-dire il y a un peu plus d'1 an, eh bien il faut quasiment une baisse des prix de 20% à cause de la hausse des taux. Ça, c'est une simple analyse uniquement pour les personnes qui ont la capacité et la possibilité d'emprunter. Ce que l'on voit de plus en plus, c'est simplement des banques qui ne prêtent pas. Elles n'étudient plus les dossiers. On me dit, voilà, en ce moment, vous repassez dans 6 mois, et puis on verra si on prête. Même pour leurs clients. Donc, ce qui pose comme des vrais problèmes. Et comme le disait aussi Élodie, moi, je le vois dans certains clients, car je vois aussi des primo-accédants, eh bien, des primo-accédants qui ont besoin d'apports de plus en plus importants. Donc, comme tu le disais, qui ont besoin d'avoir un recours à la famille pour aider à avoir cet apport, mais de temps en temps, ça ne suffit pas. Et sans primo-accédant sur un marché, c'est un marché qui, forcément, à un moment ou à un autre, va commencer à se gripper de façon importante, car on a besoin de personnes qui rentrent sur le marché, parce qu'il y a des personnes qui sortent du marché pour des raisons XY. Eh bien, s'il n'y a pas d'entrants, le marché, il n'est pas forcément très... Il n'est pas fluide. Il n'est pas fluide. Il n'est pas fluide, mais d'autant plus que les vendeurs, comme tu le disais, ne veulent pas baisser. Et ça, les médias sont importants. Il faut vraiment que les médias relayent cette tendance aujourd'hui baissière, parce qu'aujourd'hui, les vendeurs ne vendent pas à perte. Comme il y a quelques années, quand les prix avaient pas mal baissé, étaient en train de remonter, il y avait encore, surtout dans les maisons, beaucoup de vendeurs qui vendaient à perte par rapport au prix d'achat. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Tous les vendeurs vendent avec un gain. Donc, il faut qu'ils enregistrent que les prix baissent s'ils veulent trouver un acquéreur. Parce qu'il va falloir, quand même, on va le dire tout à l'heure dans le focus, mais tu vas le rappeler, Christian, il faut avoir en tête que l'acquéreur est obligé et contraint de faire un choix. Et moins de mètres carrés, plus d'efforts de trésorerie, ou ailleurs, ou autrement, mais il va falloir faire un choix dans son premier budget. Et comme on va l'indiquer en grande couronne, ça va sensiblement se ressentir également. Tout à fait. Donc voilà, de façon structurelle, il y a le conjoncturel et le structurel. Au niveau structurel, eh bien, on se rend compte qu'il y a toujours une appétence pour l'immobilier, néanmoins. L'envie de se loger, l'envie d'avoir un toit sur sa tête, notamment quand on se projette pour sa retraite, avec ce qui se passe actuellement, on se dit qu'il faut toujours avoir un toit sur sa tête. Donc au niveau structurel, il y a toujours une demande, et structurellement, il y a un déficit entre l'offre et la demande en Ile-de-France, d'autant plus à ce que disait Élodie concernant la baisse du neuf. Enfin, je dis une baisse et une chute du neuf. Donc, s'il n'y a pas plus de construction, qu'il y a toujours autant de demandes, structurellement, l'immobilier va forcément tenir. Néanmoins, au niveau conjoncturel, je suis obligé de constater que je ne vois pas de clignotant au vert qui puisse espérer, à court terme en tous les cas, entraîner une inversion de cette baisse. Mais bon, j'ai déjà trop parlé, je me suis un peu égaré de mes notes, donc je vais laisser à Christian le soin de vous expliquer les chiffres pour la grande couronne. Et de nous remonter le moral avec des pieds dans la verdure. Christian, on compte sur toi. Ouais, non, j'aimerais bien changer de discours, mais malheureusement, vous avez quasiment tout dit. Je voudrais rappeler simplement que 2022 est une année exceptionnelle. Donc ça, il ne faut quand même pas le perdre de vue. On dit toujours que les arbres ne montent pas au plafond, mais il y a un moment donné, effectivement, on le paye. On voit se concrétiser donc dans les chiffres de ce trimestre, qu'on savait déjà, une forte baisse des volumes et des prix qui commencent également à baisser en grande couronne. À mon sens, et sauf nouvelle crise qui viendrait s'ajouter à la crise, parce que tout reste quand même très incertain d'une manière générale, 2023 devait être l'année de tous les ajustements, ce qu'on a déjà effectivement dit à plusieurs reprises, mais je crois vraiment c'est ce qui se passe. En termes de volume, pour les appartements,
on assiste à une grosse chute de volume avec une baisse de 22% par rapport au T1 2022. Si l'on regarde la moyenne des 10 dernières années, nous restons néanmoins en positif de 1%. C'est ce qui nous différencie peut-être un petit peu avec la petite couronne, c'est que on a la même chute en termes de volume, mais par rapport aux 10 dernières années, c'est moins violent. Mais j'ai quand même une petite réserve à faire par rapport à ça, c'est que la Grande Couronne, c'est quand même la région d'Île-de-France où on a beaucoup construit. Il y a beaucoup de logements qui sont créés. Et quand on dit que c'est stable, en réalité, si on prenait les volumes dans l'ensemble, on se dit que l'impact il est quand même plus important. Voilà, donc il faut quand même relativiser à ce niveau-là. Tous les départements n'en sont pas la même enseigne, et c'est la Seine-et-Marne qui baisse le plus, malheureusement c'est mon département, avec une chute de 28%, très loin devant les Yvelines. On est à moins 18%, et l'Essonne, moins 19%, suivi du Val d'Oise, moins 23%. 2 départements sont au-dessous de la moyenne des 10 dernières années, donc la Seine-et-Marne et l'Essonne. Et 2 départements sont au-dessus, les Yvelines et le Val d'Oise. Pour les maisons, la baisse est plus forte encore avec une chute de 25% de volume, comme pour la petite couronne là encore. Mais surtout, la chute est cette fois nettement négative par rapport à la moyenne des 10 dernières années, puisqu'on est à moins 11%. Et c'est général à l'ensemble des départements. Donc on disait tout à l'heure effectivement que les maisons étaient plus impactées. Là encore, effectivement, ça se révèle. Donc c'est là encore en Seine-et-Marne qui est le département le plus impacté, avec une baisse de 29%, suivi de l'Essonne, baisse de 27%, le Val d'Oise 23% et les Yvelines 21%. À noter que c'est la Seine-et-Marne est à 16% en dessous de la moyenne de ces 10 dernières années. Ce qui illustre bien la chute rencontrée et les difficultés dans ce département. Pour ce qui concerne les prix, si l'on se penche sur les prix... Avant que tu parles des prix, moi j'aurais bien aimé faire un petit dégagement sur... C'est vrai que les volumes en petite couronne, en grande couronne, sont assez proches de ce qui se passe en France, généralement, en tout cas de la province. Et là... Pour le moment, tu disais que le chiffre était à 1 070 000, absolument, ce qui fait une baisse de 10 ou 11%. Donc on voit que la province résiste un petit peu, encore un petit peu. Et la question qu'on peut se poser dans les trimestres à venir, c'est est-ce que la province va suivre la Grande Couronne pour nous afficher des prix à moins 20%, moins 22%. C'est la grande interrogation. Mais quand on interroge nos confrères de province, ils ne sont pas du tout optimistes. Et ils pensent qu'effectivement, le rôle un peu économique de l'Île-de-France va faire tache d'huile sur le reste de la province. Il y a des chances. Et puis bon, c'est vrai que le problème des financements, il est général au pays tout entier. Et donc, évidemment, tout le monde est impacté. Ça, c'est pas plus en province et voilà. Absolument. En matière de prix, si l'on se penche sur les prix, ceux-ci résistent encore. On est à plus 1% sur un an pour les appartements et les maisons. On est à peu près pareil. Et cela peut expliquer pour partie la forte baisse des volumes, avec des vendeurs qui ne veulent pas encore baisser leurs prétentions et des acquéreurs qui attendent de meilleures opportunités. Cela ajouté aux difficultés de financement fait que l'offre et la demande ont souvent du mal à se rencontrer. Pour les appartements, on se rentre dans le détail, si les prix restent stables sur un an, on assiste néanmoins à une petite évolution sur le premier trimestre, puisqu'on commence à avoir une petite baisse de prix. Mais si on regarde avec la correction des variations saisonnières, on s'aperçoit qu'en réalité, on est tout à fait stable. Si l'on se projette dans les mois à venir, à partir des avant-contrats, la baisse devrait bien se produire d'ici juillet 2023, avec une chute de 2,9%. Et ce sont les départements les plus chers qui devraient baisser le plus, avec moins 3,7% pour les Yvelines, alors que la Seine-et-Marne, elle, serait de 1,9% en négatif. On a quelques exemples de prix standardisés des appartements en grande couronne. Donc ça, c'est le slide suivant. Je ne vais pas tellement rentrer dans le détail, mais ce que l'on peut dire, c'est que l'amplitude de l'évolution des prix est relativement faible. Je crois que c'est la principale chose qu'on puisse dire, avec peu de grosses augmentations et peu de grosses baisses. Voilà. Pour en venir aux maisons, nous sommes un peu dans le même schéma que pour les appartements, avec encore des prix en positif sur un an, plus 1%, mais des baisses de prix qui s'annoncent avec moins 2,2% sur le premier trimestre 2023, et surtout les avant-contrats où on chute à moins 3,9%.
Et les baisses les plus fortes sont attendues dans les 2 départements où la chute des volumes est la plus forte. La Seine-et-Marne, où on est à moins 5%, et l'Essonne, moins 5,3%, mais c'est effectivement logique. Pour ce qui concerne la Seine-et-Marne, si je peux faire un petit focus, puisque c'est mon département, alors, les difficultés sont générales à l'ensemble du département. On ne va pas faire de distinguo géographique entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, bien que les marchés soient très différents. On rencontre un petit peu les mêmes difficultés partout, mais c'est la même chose que ce que l'on disait effectivement avec la province. Il y a encore des communes, on est en forte hausse. Si je prends par exemple Avon, Champs-sur-Marne, Dammartin, Nemours, on est au-dessus de 10%. Ceci étant dit, il faut relativiser parce qu'il y a quand même un rattrapage. C'est les communes qui n'avaient pas forcément le plus augmenté avant. Et donc, ça peut s'expliquer. Mais on a aussi des baisses, comme la ville. Maisons, Pardon ? C'est les maisons. Non, ça c'est sur les appartements. D'accord. Mais aussi des baisses, comme la ville, moins 6%. Coulommiers, moins 7,6%. Donc, ce qui est quand même pas négligeable. Pour ce qui concerne les maisons, on a moins de hausse. On a 15 voisins, par exemple. Alors, 17,5% si vous rentrez dans le détail des chiffres, mais il faut relativiser là encore, parce que si on regarde sur 5 ans, l'augmentation, on s'aperçoit qu'elle n'est que de 12,7%. Donc, c'est un rattrapage, en fait, quelque part. Mitry-Mory, on est à plus 8%. Montreux, 9,9%. Voilà. Des baisses également importantes. Clé-Souilly, on a une chute de 13,9%. Bon, La Ferté-sous-Jouarre, moins 11,3%. Moret-sur-Loing, moins 9,9%. Voilà, donc, c'est pour donner quelques exemples, mais bien évidemment, si on regarde tout cela, on s'aperçoit effectivement qu'on retombe sur ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc, marché pas simple. Pas simple. Mon ressenti en tant que notaire sur le terrain, je dirais que les acquéreurs, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, sont confrontés à de nombreuses difficultés qui rendent quasi impossible le souhait d'acheter. Je suis convaincu que le souhait d'acheter est toujours là. Simplement, beaucoup de potentiels acquéreurs renoncent même avant d'avoir commencé des démarches parce que quand ils vont voir leur banque, ils savent que de toute façon, ça passera pas. Des prix beaucoup trop élevés. Il faut vraiment que les prix baissent pour compenser l'augmentation des taux. Et il y a aussi la baisse du pouvoir d'achat avec l'inflation. Avec l'inflation et le reste à vivre, effectivement, je crois que les banques sont très, très attentives aujourd'hui à ce problème de reste à vivre, parce qu'évidemment, l'augmentation du coût de la vie fait que c'est devenu un petit peu compliqué. Des financements très difficiles à obtenir, on l'a déjà dit, avec des banques qui privilégient au niveau de leurs réseaux commerciaux plus la collecte, en fait, que l'octroi de prêts. C'est vrai que pendant très longtemps, les prêts, c'était effectivement le produit d'appel. Il y avait les prêts, puis il y avait tout ce qui tournait autour. Aujourd'hui, pour sauvegarder la rentabilité, les prêts, c'est plus du tout la priorité pour les banques. C'est très compliqué. Et c'est ce qui nous pénalise un petit peu, en tout cas pour les mois à venir, c'est cette problématique-là. Voilà. Pour illustrer ce que tu dis, ça me remémore un client qui est venu me voir il n'y a pas très longtemps, qui avait besoin d'un prêt de 200 000 €. Il va voir sa banque, et sa banque lui dit « Ah, vous avez besoin de 200 000 €. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, vous m'amenez 200 000 € sur votre compte et je vous les prête. » Voyons. Donc, pour dire que un prêt garanti à 100%. Le besoin de collecte est important. Ah oui. Et pour compléter sur l'évolution peut-être des taux, on voit quand même que les banques ont des obligations au niveau des produits réglementés comme le livret A, qui est rémunéré, qui a une forte augmentation, je crois qu'il y a près de 3%, ça leur coûte de l'argent, donc elles sont obligées quand même de retrouver une certaine marge, et du coup, elles sont obligées d'augmenter les taux. Et deuxième exemple, pour compléter, je parlais avec un courtier que je connais, qui parlait avec une banque régionale du Sud-Ouest, qui lui avait dit que les objectifs 2022 sur le volume des prêts de crédit était de 3,8 milliards. Et pour 2023, l'objectif, 1,8 milliard. Ouais, c'est gigantesque. Et des banques qui ont tout simplement arrêté de prêter. Oui, alors que d'autres, alors c'est d'ailleurs ce qui est étonnant, nous on le voit localement, il y a certaines banques qui ont arrêté de prêter, il y en a d'autres, au contraire, qui profitent de l'aubaine, et nous on a certains dossiers qu'on renvoie vers ces banques-là parce que nous sortent les prêts. Souvent les banques locales. Donc voilà, de toute façon c'est très compliqué. Le coût de l'argent pour les banques sur les marchés financiers, effectivement, est assez élevé et leur rentabilité était fortement impactée. Et c'est pour ça d'ailleurs que la collecte est essentielle pour elles. Mais c'est un vrai sujet aujourd'hui, c'est un vrai problème
au plan économique, c'est un vrai problème au niveau de l'aptitude pour les gens à se loger. Et je pense qu'il faudrait quand même essayer de faciliter en tout cas l'accès au crédit, au moins pour la résidence principale. C'est un vrai sujet, en tout cas, à ce niveau-là. Ce que je voulais également soulever à nouveau, mais on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est, je trouve, moi, au niveau de la fluidité, en tout cas du marché, on a une puissance publique omniprésente et peu incitative. On a parlé effectivement des réglementations dissuasives avec le DPE. C'est une bonne chose, c'est très bien, la planète, c'est très important, mais ça participe au grippage du marché. Et également, moi, dans mon secteur, on a, par exemple, moi, j'ai une commune à côté de chez moi qui a institué un permis de louer sur tout le territoire. Ce qui est, pour moi, un dévoiement complet de cette législation, parce que c'était fait, à mon avis, à la base, c'était fait pour l'habitat insalubre, ce qui se comprend fort bien et se justifie. Mais de là à obliger tous les propriétaires investisseurs qui veulent louer, d'ailleurs, ils vont acheter, ils vont pas savoir ce que la commune va leur exiger, parce que c'est quand même un vrai sujet, ça. Pour pouvoir louer, ça fait quand même un peu peur. Donc, je crois que, en tout cas, les investisseurs auraient peut-être besoin d'être un petit peu rassurés. Pour une résidence principale, on achète, même si on n'a pas fait tous les travaux tout de suite, on peut étaler, etc. Mais c'est quand même des sujets qui sont pas neutres. Pour compléter peut-être ce que tu dis, pour faire refaire un petit focus sur Paris, et pour parler de ce qu'on appelle improprement, régulièrement, et qui irrite tous les notaires des frais de notaire, que la baisse des volumes dans Paris va forcément impacter de façon forte le budget de la mairie de Paris. Toutes les communes. Mais Paris particulièrement, puisque Paris, vous savez, ce qu'on appelle les frais de notaire, c'est 85% de taxes, et notamment de droits d'enregistrement que le notaire collecte gratuitement pour l'État et les collectivités. À Paris, dans ces droits d'enregistrement, il y a une partie qui est une taxe départementale qui est importante, et une petite partie, une taxe communale. À Paris, il y a la particularité d'être département et commune. Et la baisse des volumes va forcément entraîner un impact fort sur les budgets des communes. Oui, mais ça, les maires sont montés déjà au créneau auprès des pouvoirs publics. Notamment, je parle pour Neuilly, je sais qu'ils sont très prudents sur leur gestion, et ils tiennent des statistiques, puisque sur ma commune de Neuilly, dès qu'on fait une vente, on est obligé de proposer l'acquisition à la mairie. Donc, ils tiennent des statistiques, dès qu'on leur envoie un papier, ils regardent le prix et ils font leur budget en fonction. Sur Paris, c'est pas obligatoire, mais je pense qu'il va y avoir un impact fort également de cette baisse de volume sur les budgets des collectivités, principalement pour Paris. Ajouté à la suppression de la taxe d'habitation. Taxe d'habitation, absolument. Conjugué ça va être compliqué pour beaucoup d'acteurs immobiliers ou collectivités. Oui. Eh bien, justement, en parlant de logement énergivore, impact énergétique, est-ce que ça a eu un impact sur le volume des transactions en Ile-de-France et sur le logement ancien? La réponse est oui, et on ne s'attendait pas à un tel chiffre. En fait, on s'était, vous allez voir dans ce petit focus, on avait regardé l'impact du DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique, qui a été réformé, en tout cas le dispositif législatif, à plusieurs reprises. Je me permets juste de vous rappeler qu'il y a eu quand même 2 temps forts déjà appliqués. Dès le mois d'août de l'an dernier, interdiction de revaloriser des loyers lorsque votre logement est noté G. À partir du 1er janvier 2023, donc c'était cette année, l'interdiction de louer. Alors, c'est pas une interdiction formelle, ce sont des contraintes financières qui font que. Mais toujours est-il que 1er janvier 2023, si on est noté G, compliqué de louer un logement énergivore. Et puis, on l'a dit, 1er avril 2023, ça y est, les maisons, elles aussi sont impactées, notées F et G, obligation de faire un audit, de proposer par le diagnostiqueur des solutions qui soient moins énergivores et donc un impact financier. Alors, on l'a dit plusieurs fois, l'acquéreur, il est là, il veut bien acheter, mais encore faut-il le pouvoir. Sur ces transactions, ce qu'on a pu constater, c'est que jusqu'en 2021, on avait constaté que sur les 10 dernières années, la part des logements énergivores n'était pas très importante, elle avait plutôt tendance même à reculer. Donc ça n'avait pas, ce dispositif, on le voyait arriver sur du long terme, on n'était pas très inquiet. Enfin, je parle à la place des vendeurs. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que le neuf étant là, étant bien présent sur ces 10 dernières années, forcément que les ventes étaient mieux étiquetées. Et ces logements avaient plutôt des notations A, B, enfin A c'était plus rare, mais en tout cas B majoritairement. Donc on voyait plus évidemment de volume sur des notes non énergivores.
Et puis là, 2022, rupture brutale. Rupture brutale parce qu'il y a l'impact de ce dispositif législatif dont on vient de parler. Et alors, les notations les pires, donc les F et G, voient une poussée du volume des transactions extrêmement importante. Par exemple, si l'on prend, vous regardez votre petit graphe, si l'on prend la part des logements vendus avec une étiquette G en Île-de-France, elle a progressé en un an. Pour les appartements, on est passé de 2,7% en 2021 à 7,9%. Donc là, on est quand même à plus du double, voire même plus du triple. Que pour les maisons, on est passé de 3,6% en 2021 à 8,5% en 2022. Donc ça rigole pas aussi pour les maisons. Et c'est également le cas pour les biens qui sont classés en F. Et là, on a des volumes de transactions pour lesquels la part de marché augmente de 7,5% en 2021 à 11,8% en 2022. Pour ce qui est des appartements notés D, on a tendance plutôt à reculer. Et pour cause, on vient de le dire, F et G prennent la part du gâteau. Donc D a reculé de 42,3% au total en 2021 par 33,9% en 2022, tandis que la proportion d'étiquettes E, elle, s'est consolidée, n'a pas tellement varié. Enfin, les logements qui, au contraire, ont une note bien favorable, notée A, B et C, là, le volume des transactions est plutôt orienté à la baisse. On vient de le dire, il y a moins de transactions dans le neuf, puisqu'il y a moins de construction, en tout cas plus de difficultés. Et il y a, on l'a dit, les vendeurs qui sont pressés de vendre leur appartement, en tout cas, notamment pour les investisseurs locatifs, en F et G. Donc, on a de très faibles évolutions et encore moins d'évolutions pour ces notes ABC dans les maisons, peut-être parce qu'il y en a un petit peu moins, sans vouloir être méchante. Les évolutions réglementaires, évidemment, vont se durcir au fil du temps. Alors, on parle de notre problème cocorico franco-français avec cette notation DPE, mais sachez qu'au niveau européen, ça n'est pas mieux, voire même, on va être, disons-le poliment, encouragé à avoir une politique un peu plus agressive et peut-être encore plus contrainte sur ces notations dites énergivores, et donc à restreindre encore une fois le marché, et notamment le marché de l'investissement locatif. Alors, vous me direz, sur une maison, il est peut-être un peu moins présent. En tout cas, sur un appartement qui consiste une grande proportion de marché d'investissement locatif, là, on va le voir. Avec une prépondérance de l'appartement du marché, on va dire, passoire parisien, en appartement qui représente 58%, ce qui n'est pas du tout négligeable. Voilà ce que je pouvais dire sur notre petit focus DPE dont je vous laisse prendre connaissance. Donc, une grosse proportion de volume FG. Je crois qu'il faut relativement, j'aurais envie de dire qu'il faut se réjouir de ces chiffres. Ah oui, oui. Pourquoi ? Parce que, ça veut dire que le parc, qui était, on le voit bien, qui était le F et G, qui était aux alentours de 5-6%, eh bien, va se rénover plus vite. Avec cette, donc là, les pouvoirs publics ont atteint leur cible. Et que comme ces passoires se vendent moins cher, ça a tendance à fluidifier un peu le marché aussi. C'est pas des biens qui se vendent très 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 cher. Non. Donc ça fluidifie un peu le marché qui est bloqué en ce moment. Et d'ailleurs, vous verrez toujours dans le focus que les appartements, évidemment, qui sont le plus concernés dans cette part de marché, ce ne sont pas les 5 et 6 pièces, comme on peut l'imaginer, mais plutôt des studios et des 2 pièces. Oui, parce que le DPE impacte beaucoup en fonction de la surface. Et du coup, les F et G, c'est très souvent des petites surfaces. Et puis, proportionnellement, effet levier, quand vous avez des travaux de rénovation énergétique à faire sur une petite surface, la proportion et donc l'imputabilité sur le rendement locatif est plus important que sur une grande surface. Et puis, c'est peut-être politiquement correct de le dire, mais celui qui a une résidence principale qui fait un 5 pièces ou 6 pièces, je ne suis pas sûre qu'il se sente très impacté par le DPE et qu'il a envie de faire beaucoup de rénovation énergétique. Je le dis quand même. Et pour compléter aussi ce que tu dis, Aurélie, ce que tu disais, Thierry, c'est que pour améliorer, parce que c'est un petit peu l'idée, c'est de classer et autres, mais l'idée, c'est quand même d'améliorer les choses. Comment améliorer la performance énergétique ? Alors, une fois qu'on a changé ses fenêtres, qu'on allait passer de simple vitrage en double vitrage ou en double vitrage peu émissif, quand on est sur un marché, alors je reparle toujours de Paris et des petites couronnes, mais un marché où c'est plutôt de l'haussmannien ou autre, qu'est-ce qu'on peut faire ? La seule solution, c'est d'isoler par l'intérieur. Tout à fait. Et isoler par l'intérieur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire perdre des mètres carrés. Ouais. Et à 10 000 €, on va regarder notre barre à 10 000 €, et bien perdre 1 ou 2 mètres carrés sur une surface qui fait 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, ça fait mal. Donc l'isolation par l'extérieur, c'est bien quand c'est possible.
Et il faut que la copropriété l'accepte, parce qu'on est souvent, on n'est pas tout seul en copropriété, c'est même l'objectif. Et perdre en parallèle des mètres carrés avec un marché baissier, là, ça peut créer une vraie problématique. Ouais, mais les marchés en copropriété, on va y arriver avec le plan pluriannuel de travaux. Patience. Alors, contrainte, encore et toujours. Notre acquéreur, on l'a dit, il veut acheter. Le primo-accédant, il est là. Hein, il y a un besoin. Il y a un besoin de logement. Ça, c'est pas une nouveauté. Mais encore faut-il qu'il fasse désormais un choix. Alors, sans parler, Christian vous l'a très bien évoqué, la tension, et notamment côté vendeur, qui ne veut pas céder sur son prix à tort, donc qui court après la baisse du prix, on va dire ça comme ça. L'acquéreur, lui, qui veut acheter, il va être contraint de faire un choix. On l'a dit, c'est son premier poste de dépense dans le cas d'un ménage. Et donc, on s'est permis d'illustrer nos propos par un petit focus sur l'impact de la hausse des prix et cumulativement des taux d'intérêt, même si elles restent bas, vous me direz, en nominal. Est-ce que ça a un impact sur l'acquéreur francilien? Ça, la réponse, on la connaît, mais dans quelle proportion? Eh bien, dans quelle proportion? La voici. Regardez, on a pris des mensualités sur 20 ans et on est parti sur la base d'un appartement de 65 mètres carrés. En Ile-de-France, quand j'ai acheté un appartement de 65 mètres carrés en janvier 2022, mes échéances mensuelles sur 20 ans étaient de 2030 €. Je me situe en juillet 2023, j'ai le choix. Soit je continue à acheter un appartement de 65 mètres carrés sur 20 ans et je vais augmenter mes mensualités de 376 €, soit 19%, soit je réduis la surface, donc ma capacité d'emprunt, et dans ce cas-là, il va falloir que je fasse un sacrifice qui va porter sur 10,20 mètres carrés. C'est quand même pas négligeable, hein. On parle, en tout cas dans un appartement Île-de-France, d'une pièce et peut-être même d'une belle pièce. Mais ça, c'est un emprunt à 100%. 100%. Aujourd'hui, va trouver un emprunt à 100%. Et tu as tout à fait raison, c'est pour ça que je me permets de dire que le choix de l'acquéreur va peut-être plus s'orienter sur une surface réduite, voire même autre part, voire même ailleurs, voire même différemment, parce que je ne pense pas que sa capacité d'emprunt lui permette malheureusement d'augmenter son échéance de 19% mensuel. Et encore une fois, on l'a dit, l'avantage, mais encore faut-il avoir ce double avantage, c'est d'être aidé, c'est que lorsque vous faites un prêt dit familial ou personnel ou amical, on n'en tient pas compte dans votre taux d'endettement. Ce qui veut dire que, en effet, pour que les 100% soient atteints, il va falloir demander à d'autres de vous aider, d'autres étant la famille ou les amis. Est-ce que sur la maison, on a les mêmes proportions? J'ai tendance à vous dire c'est pire sur les maisons. Sur une échéance mensuelle, sur une maison dont on voulait une surface de 100 mètres carrés en Ile-de-France, en janvier 2022, les échéances mensuelles sur 20 ans étaient de 1 651 €. En juillet prochain, elles seront augmentées de 375 €. Donc, ce n'est pas du 19% comparativement à l'appartement, mais on va augmenter de 23% l'échéance mensuelle. Et la surface, c'est la même chose. Elle est augmentée également, malheureusement, pour ce primo-accédant. Si jamais primo-accédant il y a, parce que nous, on a tendance à croire, les notaires, que le primo-accédant va se raréfier. Pour une maison de 100 mètres carrés, il ne pourra plus acheter cette surface pour la même échéance de 1 651 €. Donc, il va réduire sa surface de 18,50 mètres carrés. Donc, au lieu d'avoir une maison de 100 mètres carrés, il va acheter une maison à 81,50 mètres carrés s'il en trouve une. En conclusion... Et juste excuse-moi, c'est moi qui te coupe. Juste, du coup, peut-être, il faudrait dire que peut-être que l'acquéreur primo-accédant ou l'acquéreur, lui, il va vouloir garder la même surface et il va faire une baisse de prix en fonction. Alors, je ne sais pas si on doit l'espérer, mais en tout cas, il faut qu'il y ait certaines des causes qu'on a évoquées en introduction qui bougent. Personne ne veut aujourd'hui changer pour moins bien. S'il veut avoir toujours le même objectif de la même maison, il va dire, moi, c'est une baisse de 20% du prix. S'il garde la même échéance, parce que on est quand même dans un contexte inflationniste, ça veut dire que les autres postes du budget, ils n'arrêtent pas d'augmenter. S'il garde la même échéance, ça veut dire qu'il va demander, il va espérer, il va faire des offres à moins 20%. C'est comme ça qu'il y a une baisse de transactions, parce que le vendeur ne veut pas. Et on parle quand même du marché bloqué, d'une évolution entre janvier 2022 et aujourd'hui. Ouais. Donc on parle d'il y a un an. Alors le vendeur le veut d'autant moins, si je peux me permettre, c'est que ce vendeur avait un prêt relais. Donc il est acquéreur d'un côté et vendeur de l'autre. Donc il se trouve un peu coincé. Voire même vendre, on revient des ventes peut-être à perte. À perte par rapport à le
Le prix d'achat, celui qui est rentré sur le marché il y a 2-3 ans, qui va sortir du marché dans 1 an ou 2. Si on est dans cette... ça, s'il baisse de 20%, oui. Ça va faire mal, potentiellement. Là, on n'en est pas encore à on n'y est pas. 20%. Donc en conclusion, vous l'avez compris, il n'y a que ma robe qui est orange et qui doit vous susciter du sourire. J'ai essayé de mettre un peu de baume au cœur. Nous sommes donc, enfin l'acquéreur plus que nous sommes pénalisés par des difficultés d'accès au crédit, par un coût de l'énergétique qui est accru, on l'a dit, en consommation, mais également dans la vente même, puisque ça impacte le coût du vendeur, la facturation de la mise en vente, par une inflation qui n'est pas facilitatrice, par un contexte géopolitique qui est anxiogène. N'oublions pas que il y a quelques guerres qui nous entourent et qui inquiètent tous les Français. Le marché immobilier subit donc ces ondes de choc qui sont cumulées. On a une malheureuse convergence de différentes causes qui s'additionnent et les économistes ne voient pas non plus se résorber cette situation, en tout cas dans un proche avenir. Alors, si ces facteurs, tous ces facteurs, parce qu'il en suffit de quelques-uns, si tous ces facteurs persistent en s'aggravant, évidemment qu'on ne peut craindre qu'un impact sur le marché du travail, sur le pouvoir d'achat des ménages, donc encore une fois sur la solvabilité, et donc encore plus de refus de prêts, encore moins d'accès au crédit et encore moins de volume de transactions. C'est ce que vous avez pu constater dans ces deux focus. Le crédit des ménages pèse sensiblement sur la capacité à acheter. Le vendeur ne s'est pas encore résolu à baisser son prix de façon significative dans toute l'Île-de-France. Les mensualités sont accrues, que ce soit dans les maisons comme dans les appartements, en tout cas plus de 20% ou aux alentours de 20%. Il faut un assouplissement des conditions d'octroi du crédit qui demeure à notre sens déjà la clé d'une confiance assurée dans cette valeur refuge que reste l'immobilier auprès du francilien. Je vous remercie de votre attention et je laisse la place aux questions. Parce qu'on a été très bavard. Oui, très bavard. Très, très bavard. Monsieur ou Madame Lejoux. Nous ne vous entendons pas. Je vois une main levée, mais pas de son. On vous entend pas. Ah, ça y est. Allô ? Oui. Oui, vous m'entendez ? Très bien. Vous dites qu'il faut assouplir les conditions d'octroi de crédit, mais précisément, qu'est-ce qu'il faudrait faire, s'il vous plaît ? Est-ce que, j'imagine que c'est par rapport à la norme contraignante du HCSF ? Et comme on l'a un petit peu expliqué, en fait, il y a plusieurs conditions. À mon avis, c'est... Comme d'ailleurs Thibault l'a évoqué, il y a certains groupes bancaires qui n'octroient plus de crédit. Donc déjà, il faudrait peut-être ouvrir un petit peu les vannes et les conditions d'accès au crédit. Ensuite, on l'a dit, la solvabilité, c'est-à-dire que le taux d'endettement est sévère, le reste à vivre est une considération qui n'est pas négligeable. Peut-être faut-il faciliter. Pour alléger cette échéance, il n'y a pas 50 solutions. C'est soit on réduit le taux d'intérêt, soit on augmente la durée du crédit. Mais il n'y a pas 50 solutions pour faciliter, en tout cas, digérer cette échéance au mieux. Et puis, le crédit à 100%, on ne le voit plus. Donc, sans encore une fois faire de la grande politique, si vous voyez plus de crédit à 100%, qui reste aidé ? Ce sont donc soit du marché de ce que j'appelle de seconde main, c'est-à-dire des gens qui ont déjà pris le pas, qui sont déjà propriétaires de leur résidence principale et qui arrivent à revendre pour acheter, soit des particuliers qui sont aidés familialement ou amicalement. Oui, alors il y a une autre solution qui a été développée par Bruno Le Maire, qui était de dire que au lieu de 20%, les banques ont une possibilité de déroger à ces conditions de 35% d'endettement à hauteur de 20%, ça serait de toucher à ces 20% pour les augmenter. Autrement dit, de laisser plus de latitude aux banques en fonction justement du pouvoir d'achat au cas par cas. Et ça serait une solution de donner un petit peu d'assouplissement. Et moi, mon sentiment, en tout cas là-dessus, c'est que c'est une volonté et c'est une politique des banques de ne pas prêter ou de beaucoup moins prêter en ce moment. Parce qu'elles ne gagnent pas d'argent. Parce qu'elles ne gagnent pas d'argent. C'est moins rentable. Mais bon, elles gagnent des clients aussi. Ça a souvent été le cas quand même. Mais c'est vrai que le prêt immobilier a toujours été considéré comme un produit d'appel. Voilà. Mais je pense qu'ils reconsidèrent leur politique là-dessus. En ce moment, et ça ne va pas changer dans les mois à venir. Et le problème, c'est qu'on n'a pas la maîtrise des taux, parce que c'est quand même européen tout ça. Donc on a quand même la Banque centrale. Tant qu'ils ne desserreront pas les taux des crédits,
ça aura du mal à baisser. Et puis il faut savoir aussi, on a encore une chance, c'est qu'on a des taux par rapport aux autres pays européens qui sont nettement inférieurs effectivement à ce que l'on connaît, avec parfois même des taux qui sont variables. Ouais. Nous, on en a encore toujours au taux fixe. Donc voilà, de toute façon, c'est certain que la maîtrise des taux, c'est pas la France qui l'a. Alors il y a quand même une petite note d'espoir dans tout ça, peut-être, c'est pas mal quand même. C'est que on a parlé beaucoup de l'énergie, mais le coût de l'énergie a quand même énormément baissé là ces derniers mois. Donc on peut espérer qu'il va y avoir un effet de chaîne en chaîne, et que d'ici la fin de l'année, l'inflation ait tendance effectivement, non pas à s'arrêter complètement, mais en tout cas à s'atténuer, ce qui fait que peut-être on pourra revoir effectivement un peu plus de souplesse au niveau de la Banque européenne. Mais aujourd'hui, jusqu'alors, elle n'a pas changé sa position à ce niveau-là. C'est vrai que là on subit un effet ciseau au niveau des prêts. C'est l'augmentation importante des taux, même si le niveau des taux à 3,5%, c'est pas très élevé quand on regarde sur un certain historique. Donc c'est une augmentation de moins de 1% à quasiment 3,5, 4, premier point. Et deuxième effet ciseau, c'est l'accès au crédit. Les banques prêtent plus ou très peu, ce qui fait que la raréfaction de l'accès au crédit et l'augmentation des taux, ça a comme un effet ciseau fort. Madame Chocron. Oui, bonjour. Je voulais savoir, à votre avis, il faudrait que les prix baissent dans quelle proportion pour que le marché redevienne fluide? Et si les prix baissent, est-ce qu'on considère que c'est une bonne nouvelle ou est-ce qu'on considère que c'est une crise de l'immobilier? Alors, vous avez toujours la question qui fait mal. Mais la bonne question, la question délicate. Alors, de toute façon, pour un notaire, une baisse des prix, c'est pas une mauvaise nouvelle. Comme je l'ai entendu il y a pas très longtemps sur un autre plateau, on se félicite de la baisse du prix du beurre, par exemple, sur une consommation. Et par contre, quand on parle de baisse de prix de l'immobilier, on se dit oh là là, c'est la catastrophe. Mais non, pas forcément. Si cette baisse de prix s'accompagne d'une augmentation de volume. Si. Et donc, si on a en effet des baisses de prix qui sont sensibles, c'est ou l'un ou l'autre, j'allais dire. Enfin, même s'il y avait les deux, ce serait encore mieux. Mais c'est pas très compliqué de faire une espèce de parallèle avec l'augmentation de votre échéance de crédit. Donc, si l'échéance de crédit est augmentée de 20%, on peut dire que pour arriver à un rebond, un second souffle, comme je l'ai appelé, du marché immobilier, peut-être que cette baisse devrait avoisiner les 20%. Mais ça ne tient qu'à moi, et en tout état de cause, à la réponse, est-ce qu'une baisse des prix, c'est négatif? Non, je ne crois pas. Si elle s'accompagne d'une augmentation des volumes, évidemment. Nous, on préfère plus de volume et moins de prix. Oui, alors, et pour reprendre votre question, qui est quand ça peut repartir à la hausse en réalité, on a constaté qu'à chaque fois qu'il y avait des baisses, il se crée un attentisme. Et là, aujourd'hui, c'est le début. On le voit chez nos clients, ils attendent. Et quand il y a un attentisme, ça peut durer plusieurs années. On l'a vu de 2011 à 2015. Et à 2015, il y a eu un effet déclencheur qui a fait que ça s'est reparti à la hausse, aussi bien en volume qu'en prix. Un truc tout bête, c'était les taux. Oui. Il y a eu une annonce qui a été faite que les taux qui baissaient gentiment, mais pas au point de baisser à 1% comme ces dernières années, mais ça baissait gentiment. Il avait été annoncé par tous les médias, ça y est, les taux vont repartir. Je ne sais plus, à l'époque, en 2015, c'était peut-être le problème de la Grèce. Et du coup, il y avait eu une ruée, en même temps, c'était le printemps, une ruée d'acquéreurs. Et ça avait inversé le marché. Voilà, mais c'est jamais les mêmes raisons historiquement qui font qu'à un moment ça repart. Là, aujourd'hui, on s'installe, à mon avis, dans un attentisme qui peut durer longtemps. Donc on se revoit en 2025 ? Certainement pas. D'autres questions ? C'est vrai qu'une baisse de prix, quand on raisonne pour un acquéreur, une baisse de prix, c'est une bonne nouvelle. Pour un acquéreur qui rentre sur le marché. En revanche, pour un acquéreur qui change de marché ou qui sort du marché, ça dépend. Quand on a un couple qui divorce, qu'il y a une maison qui a été achetée il y a 3 ans et qu'ils n'ont pas encore amorti au moins les frais d'acquisition, que le prix en plus baisse, dans un contexte conflictuel au niveau du couple, je pense que ça peut créer des vraies problématiques. Ça peut aussi créer des problématiques au niveau des prêts relais.
en alerte, nous, en tant que notaire, nos clients là-dessus. Le prêt relais, c'est quand même un risque qui n'existait pas ou plus ces derniers temps, mais qui va repartir à la hausse. Donc globalement, je pense qu'une baisse de prix est une bonne chose pour redonner du volume, pour ceux qui rentrent sur le marché, mais il y a certains autres cas où une baisse de prix... si c'est vendre pour racheter, comme quand ils vont racheter de toute façon moins cher. C'est comme voilà. C'est le effectivement, c'est les entrants et les sortants où ça peut poser problème. Tout à fait. Madame Grelot, vous avez une question, je crois. Oui, bonjour. Bonjour. Patiemment. Bonjour. Je me demandais quelle était, puisqu'il reste quand même donc il y a 20 ou 25% de transactions en moins. Il en reste donc 75-80%. Quelle est la part des acquéreurs qui achètent cash? On est comme on est avec une forte inflation. On l'a vu, alors sur la proportion sur le marché parisien, c'est des étrangers non résidents. Et on peut les nommer les Américains, les Italiens. Les Américains qui étaient en net recul. Hein. Alors eux, ils payent cash, ils font pas d'emprunt, ils discutent pas les prix et ils sont très implantés sur le marché parisien haut de gamme. Et sur les Français? Sur les Français, alors c'est plutôt grande couronne. Les retraités. Les retraités. Oui, mais quelle est la part des retraités dans les acquéreurs aujourd'hui? Parce que je pense qu'une partie d'entre eux ont... Si je vous parle de mon expérience personnelle, moi, des paiements comptants, j'en ai quasiment pas. Moi, ce sont énormément des primo-accédants, d'ailleurs, ou des... Voilà, donc... Je les vois plus. Donc, on les voit plus. Alors, vous avez des secteurs, effectivement, le paiement comptant, c'est bien Paris pour les étrangers, c'est bien... dans les stations balnéaires, parce qu'effectivement, vous avez des jeux... voilà, c'est là, mais pour la plupart des gens autrement, payer cash, c'est quand même compliqué, quoi. Alors, un petit peu, n'importe pas, c'est le secteur qui est favorisé, qui le permet, mais et d'où l'écart qui se creuse, que je disais tout à l'heure, au niveau des arrondissements, entre les arrondissements les plus chers et les moins chers. Les arrondissements les plus chers, il y a plus de paiement cash dans un arrondissement de style 6e, 7e arrondissement ou Neuilly-sur-Seine que dans le 19e ou à Sevran. Ouais, et alors, si on reprend la baisse des prêts, effectivement, c'est de l'ordre de 40% à peu près. De l'ordre de 40%, avec un marché qui est en baisse entre 22 et 25%, on a un delta, ce qui veut dire que forcément, il y a un apport personnel qui est plus important pour faire la différence. Oui, puis alors, pour être exact, dans la baisse des 40%, l'année dernière, il y avait encore... c'est 40% par rapport à l'an dernier, c'est ce que disait la Banque de France. Il y avait encore quelques prêts de refinancement qui, eux, évidemment, avec l'augmentation des taux, ils ont complètement disparu. Donc, en fait, les prêts ont baissé de 40%, mais dedans, il y avait quand même... De la refinancement, c'est vrai. Exact. J'ai vu une question, monsieur... Ah, il y avait une main levée. Monsieur ou madame Gérard? Oui, c'est moi, c'est Guillaume Erard du Figaro. Bonjour. J'avais une question. Vous disiez donc les vendeurs veulent pas baisser leur prix. C'est souvent parce que d'une certaine manière ils n'y sont pas contraints, ils sont pas forcés. C'est les fameux 5D que Maître Delessal évoque souvent lors des conférences. Je voulais savoir, est-ce qu'on a une idée de ce que représentent justement ces 5D aujourd'hui dans le marché? Il y en a qui avancent. Alors, je ne sais pas si c'est une estimation ou vraiment un chiffre consolidé, mais autour de 60-65%. Et vous évoquiez aussi les prêts relais. Alors, je pense que dans le contexte actuel, on est tous d'accord pour dire que c'est un risque. Mais est-ce que justement, il y en a qui s'y risquent parce que, encore une fois, ils sont tombés sur un coup de cœur et qu'ils n'ont pas envie de le laisser passer? Et dans ces cas-là, comment ça se passe? Est-ce que, d'une certaine manière, le crédit relais, ça se passe bien ou ça peut durer vraiment dans le temps, sachant que c'est limité, je crois, au maximum à 24 mois? Des prêts relais, il y en a quand même de moins en moins. Je crois que c'est des solutions qui sont valables en période de hausse. Dès que le marché se retourne, de toute façon, les banques, déjà, on voit qu'elles sont frileuses. Donc là, elles vont être encore plus attentives, effectivement, à ce qui se passe sur le marché. Si prêt relais il y a, de toute façon, les pourcentages prêtés seront beaucoup moindres. Mais des prêts relais, moi, dans mon secteur, j'en vois un petit peu. Je vois très peu quand même. Non, mais c'est l'attentisme qui entretient l'attentisme. C'est qu'aujourd'hui, le vendeur se dit, je ne vais pas prendre le risque aujourd'hui d'acheter avant de vendre. Aujourd'hui, le conseil qu'on donne à nos clients, c'est de vendre d'abord.
Parce qu'il faut savoir, d'abord, il faut trouver l'acquéreur. Voilà. Mais la question est bonne. C'est vrai que aujourd'hui, on se focalise sur les acquéreurs parce que c'est vrai que c'est des acquéreurs qui disparaissent les uns après les autres parce que manque de crédit. Est-ce que les vendeurs disparaissent? Pas tellement. Les vendeurs, il y en a plein. Et d'ailleurs, on le voit dans les agences, les stocks des mandats augmentent énormément. Hein, et je ne sais pas s'ils doublent, mais quasi. Hein. Donc, j'ai envie de dire que dans les 5 ou les 6 ou les 7, d'ailleurs, j'en avais trouvé 7D, ils sont toujours là. L'envie de déménager, l'envie de racheter autre chose, elle est toujours là. C'est plutôt... il y a des blocages dans ce marché, aujourd'hui, qu'on vous a énumérés, et qui s'impactent plus sur l'acquéreur que sur le vendeur. Et je crois que également sur les 5D, également l'effet Covid, moi je l'ai vu. Alors je sais que d'autres l'ont moins vu que moi, mais sur les choix de vie post-Covid, il y a eu, disons-le très clairement, hein, je suis notaire à Paris, beaucoup de Parisiens qui sont partis dans un rayon de 100 km, 130 km à la ronde, 150 km, en conservant un pied-à-terre à Paris. Ce pied-à-terre, ils se sont dit on va le louer. Finalement, la législation énergivore fait que c'est plus tellement rentable, voire c'est pas rentable. Donc, du coup, ils se sont dépêchés de le vendre, un mandat. Et la maison, on s'aperçoit qu'il faut l'entretenir, que ça coûte de l'argent, qu'il faut la chauffer, que pour ceux qui sont au fioul, donc en plus énergivore, ça coûte encore plus cher. Donc résultat, il y a, en tout cas moi sur les Parisiens, j'en vois quelques-uns qui commencent à vendre leur dite deuxième lieu de vie, et avec des contraintes aussi familiales, disant c'est peut-être idiot, mais les infrastructures sont pas les mêmes. Il faut emmener l'enfant à l'école. Il y a moins de pédiatres. C'est moins facile d'aller voir le médecin quand il y a un coup d'urgence. La nounou, on la trouve pas. Les activités extrascolaires, c'est plus compliqué. On avait noté quelque chose qui était très important dans le départ Covid, une chute des inscriptions scolaires de 10% à Paris, ce qui était énorme. Je ne connais pas le taux, là, j'aimerais bien connaître à la rentrée prochaine, mais je suis pas sûre qu'on soit encore en baisse. Je pense qu'il y a un petit mouvement, et puis il y a aussi le télétravail avec certaines entreprises qui demandent à retravailler sur site, ce qui crée... Alors, pas à 100%, mais vous aviez du télétravail à 100%, et aujourd'hui, vous avez du télétravail plutôt sur 2 jours sur les grosses entreprises, voire même une journée, ce qui veut dire que c'est plus compliqué de faire les allers-retours dans la journée quand vous devez travailler sur site pendant 4 jours. Donc oui, je pense que le vendeur, il a envie de vendre, simplement il trouve pas l'acquéreur, et puis il a pas envie de baisser son prix parce qu'il reste sur ses années folles, quoi. Alors après, le vendeur, faut dissocier un peu. Il y a le vendeur qui vend sa résidence principale et le vendeur qui vend du locatif. Moi, je vois, j'ai quelques clients, j'ai pas d'avoir plus, mais qui ont un patrimoine immobilier d'investissement locatif important. Quand ils ont vu arriver le DPE, ils se sont dit on va tout vendre. Ouais. On va tout vendre. Je parle pas des galères avec les locataires, les contextes beaucoup plus tendus, les législations de permis de louer et autres, mais ils mettent beaucoup en vente. Et ce qui explique peut-être ce pourquoi, avec des performances énergétiques du coup qui sont pas bonnes. Ce qui augmente peut-être les chiffres dont parlait Élodie tout à l'heure. Nous n'avons plus que quelques minutes, alors si vous avez des questions, on serait ravis d'y répondre. Non, pas de questions? Si. Qui lève la main? Non, pas de questions. Et je vous remercie beaucoup. J'espère que nous vous avons pas trop saboté le moral. On espère en tout cas que ce marché va reprendre son second souffle, comme on l'a dit. Et on vous donne rendez-vous au mois de septembre pour la prochaine conférence de presse sur 2023. le marché. 2023, absolument. Pas 2035. Tu as raison de le préciser. Rendez-vous au mois de septembre. Merci encore. Conférence de presse des notaires du Grand Paris, mardi 30 mai 2023.